pardon, une série d'amendements identiques. Monsieur Femenech-Bécaud, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, votre texte ouvre l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées, mais selon moi, il ne va pas assez loin. Aussi, mon amendement vise à préciser que les personnes transgenres ne seront pas exclues de cette ouverture à l'AMP. En effet, cet accès à l'AMP doit concerner tous les projets parentaux. Cela se justifie d'autant plus que depuis 2016, la stérilisation n'est plus exigée pour un homme transgenre. Aussi, un homme à l'état civil peut être en capacité de porter un enfant. L'ouverture à l'AMP à toute personne étant en capacité de porter un enfant devrait être un principe inscrit à l'article 1er de ce texte. J'avais d'ailleurs déposé un amendement en ce sens lors de l'examen en commission, mais il avait été déclaré irrecevable. Madame la ministre, alors que vous avancez sur le chemin de la non-discrimination entre les couples de femmes et les femmes seules, vous ne pouvez pas laisser sur le bord du parcours de l'AMP les personnes transgenres. L'argument du sexe s'inscrit à l'état civil comme étant la référence pour porter un enfant n'est pas pertinent dans la mesure où un homme transgenre qui n'a pas fait son changement de sexe à l'état civil sera considéré comme une femme seule ou en couple de femmes. Il pourra donc avoir accès à l'AMP, contrairement à un homme transgenre qui n'a pas changé son sexe à l'état civil. Aussi, par souci de non-discrimination, mais aussi de cohérence et également d'humanité et de responsabilité, les hommes transgenres doivent également avoir accès à l'AMP. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Le 1674 n'est pas défendu. Madame Battistel pour le 1712, qui est identique. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, effectivement, cet amendement est identique. Il a été également travaillé avec le groupe de travail transpartisan et les membres du groupe d'études sur les discriminations et LGBT-phobie dans le monde. En effet, on considère qu'en cohérence, depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les personnes trans peuvent procéder à la modification de la mention de leur sexe à l'état civil sans avoir à subir la stérilisation. Donc on se retrouve avec une situation où un homme trans peut être en capacité de porter un enfant et de le mettre au monde. De ce fait, il nous semble important que dans le cadre de cette loi qui ouvre de nouveaux droits, puisse être précisé que cette modification de mention de sexe enregistrée à l'état civil n'est pas une entrave à la réalisation d'une PMA. En tout cas, c'est ce que notre groupe propose. Merci, chers collègues. Je suis saisi sur le vote des amendements 1153 et identiques d'une demande de scrutin public par le groupe La France Insoumise. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le 1788 n'est pas défendu. Le 2086, Madame Benson-Brock-Mialon. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, on connaît tous le sujet dont on est en train de discuter, mais je voudrais juste faire un petit rappel. Donc, il est possible, en cas de fertilité altérée, de procéder à une autoconservation de ces gamètes en vue d'une réalisation ultérieure à son bénéfice. Ça, c'est un détail important, d'une AMP. Et ce que peut-être certains d'entre vous savent moins ou ignorent complètement, c'est qu'en fait, depuis 2016, les personnes trans peuvent modifier la mention de leur sexe à l'état civil, comme l'a rappelé tout à l'heure mon collègue, sans passer par une procédure de stérilisation et donc également conserver leurs gamètes. Ainsi, soyez très attentifs à ce qui va suivre, car en effet, des femmes qui ont changé de sexe à l'état civil et sont donc désormais des hommes trans sont déjà en capacité de porter un enfant dans le cas où ils ne sont pas allés jusqu'à la transition et ils peuvent donc le faire légalement. Et d'ailleurs, ils le font déjà, puisque des hommes trans portent déjà des enfants. Il faut bien comprendre le processus. Ne pas opérer cette modification dans le texte viendrait donc au contraire à retirer un droit à ces personnes en inscrivant une interdiction générale par omission. Je vous remercie. Merci. Le 2153, Monsieur Gérard, amendement identique.
Donc c'est un amendement identique puisqu'il est transpartisan. Je voudrais juste ajouter aux propos de mes collègues le fait qu'on se focalise là dans cette discussion sur le sujet des hommes trans en capacité de porter un enfant, ce qui est une très bonne chose qu'on porte ce sujet dans le débat. Je voudrais aussi attirer l'attention sur l'ensemble des autres situations qui sont des situations qui, encore une fois, pour certaines existent déjà dans le cadre de procréation naturelle. Je pense notamment aux couples de femmes avec une femme cisgenre et une femme transgenre qui déjà peuvent procréer, et on a des précédents qui d'ailleurs posent des problèmes aux juges lorsqu'il s'agit de procéder à des inscriptions sur l'état civil. Aujourd'hui, on sait, parce que l'expérience nous le montre, qu'il y a des programmes d'accompagnement de couples hétérosexuels avec une femme cisgenre et un homme transgenre dans des programmes de PMA, avec malgré tout une espèce de contrepartie qui est exigée par les SECOS qui mènent depuis de nombreuses années ce type de programme, qui est la stérilisation de l'homme trans, alors même que la France a été condamnée en 2015 et accusée d'eugénisme alors qu'elle exigeait la stérilisation des personnes préalablement à leur changement de la mention de leur sexe à l'état civil. Donc il y a une multiplicité de cas qui aujourd'hui sont invisibles, qui nécessairement nécessitent d'être traités dans le cadre de ce projet, parce que demain, lorsqu'un couple homosexuel de femmes avec une femme cisgenre en capacité de porter un enfant et une femme trans arrivera devant un SECOS, objectivement, il n'y aura aucune raison de leur refuser l'accès à la PMA. Puisqu'elles rentrent dans le cadre de ces couples de femmes à qui qui auront désormais accès à la PMA. Donc je pense qu'il faut vraiment introduire cette dimension dans le texte pour faire en sorte que les droits de toutes les personnes soient reconnus dans le cadre de ce projet de loi, et je crois que c'est bien l'esprit de la loi. Merci. Merci. Monsieur le rapporteur, un amendement identique. Oui, bien évidemment. J'ai un avis favorable sur l'ensemble de ces, à titre personnel, sur l'ensemble de ces amendements. En vérité, j'y viens. En vérité, je ne demande pas l'avis de la commission, parce que tout le monde n'a pas exposé les avis identiques. Oui. Non, je ne parle que de votre amendement. Plus tard. Je rappelle que dans les discriminations qui pèsent sur certains de nos concitoyens, il y a les discriminations qui sont basées sur le sexe, sur l'orientation sexuelle, sur beaucoup d'autres facteurs, mais aussi sur l'identité de genre. Nous avons auditionné dans les commissions précédentes un nombre notable de personnes transgenres et d'associations concernées, et tous nous ont dit la souffrance qui était la leur de se sentir marginalisés dans la société d'aujourd'hui. Plusieurs ont même comparé leur situation à celle des homosexuels d'il y a 30 ou 40 ans, qui, à l'époque, étaient considérés comme en marge de la société, comme considérés ayant une maladie, une pathologie, dans la normalité. Eh bien, ces personnes ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir avoir une vie normale. Ils nous ont expliqué que leur but n'était pas d'être meneurs de revues un petit peu légères, ni prostituées dans un bois ou un autre, mais c'était d'avoir une vie simple, normale, avec un travail de bureau, avec une famille, avec une compagne ou un compagnon, et avec des enfants qu'ils puissent chérir. Et je pense que leur demande est parfaitement légitime. Rien ne s'y oppose. Alors, nous avons entendu les arguments exposés là précédemment qui sont extrêmement précis et qui nous disent dans quelles conditions ceci se pose. Je crois qu'il en va d'une question assez fondamentale de non-discrimination. Nous devons entendre la souffrance de ces personnes. L'histoire nous donnera raison. Il est évident que les transgenres ne peuvent pas être maintenus dans une situation anormale. Ils n'ont pas de pathologie. Ils n'ont pas choisi leur situation. C'est la nature qui les a conduits à cela. Eh bien, je pense qu'il est temps aujourd'hui de leur donner les mêmes droits que les hétérosexuels et que les homosexuels. Merci. Merci. Madame Obono, pour le 2257, qui est identique. C'est moi qui le défends. Oui, ça a été dit, je crois, à plusieurs reprises. Nous sommes dans un débat sur la question éthique. Et je crois que ce qui doit nous conduire à partir de là, c'est ensuite la question de l'égalité. Il y a un article, le présent article permet d'ouvrir à toutes les personnes qui le peuvent et le veulent la possibilité d'avoir recours aux techniques de procréation médicalement assistée. Il serait paradoxal que, dès lors, ce soit l'identité de personnes à l'état civil qui soit discriminant.
ça serait paradoxal parce que du coup, il y aurait une rupture d'égalité avec de nombreux cas déjà existants. J'en prends un. Aujourd'hui, la PMA est pratiquée avec des couples hétérosexuels comprenant un homme trans avec don de gamètes, comme pour n'importe quel couple hétérosexuel. J'en prends un autre. Un homme transgenre qui n'aurait pas fait le changement à l'état civil aurait accès aux techniques d'AMP. On voit donc que nous devons suivre de ce point de vue-là ce qui se fait déjà dans d'autres pays d'Europe où ce n'est pas l'identité de la personne qui définit si on peut avoir ou pas accès à la technique PMA, mais bien sa possibilité de procréer. Et c'est pour cette raison que nous demandons que le changement de sexe à l'état civil ne fasse pas obstacle à l'accès à l'assistance médicale à la procréation. Merci. Merci, cher collègue. Monsieur Lachaud, pour l'amendement identique. Merci, Monsieur le Président. Je défends cet amendement en tant que président du groupe d'études sur les discriminations et les LGBTQI-phobies dans le monde. Je me réjouis que dans le cadre de ce groupe et même au-delà, nous ayons pu avoir un travail transpartisan sur cette question importante et que nous arrivions aujourd'hui devant l'Assemblée nationale avec un amendement qui a été déclaré recevable et un amendement qui est un amendement de justice et un amendement d'égalité. Aujourd'hui, les personnes transgenres, cela a été dit, mais plus encore, les personnes transgenres sont victimes beaucoup plus de précarité que d'autres en raison de leur mise à la marge par notre société. Il est important que l'égalité soit totale parce que ces personnes n'ont pas choisi d'être trans. La transition est un passage compliqué, long, difficile, et il est important que la société accompagne ces personnes et qu'à chaque instant, elle puisse, lorsque c'est possible, leur garantir l'égalité des droits. Et cet amendement, c'est uniquement ça qu'il vise, c'est l'égalité. Aujourd'hui, depuis 2016, des hommes peuvent enfanter et peuvent accoucher dans notre pays. Pourquoi interdire l'accès à la PMA? Ce n'est pas une question éthique, vu que des hommes peuvent accoucher dans notre pays. La question a d'ores et déjà été tranchée en 2016. La question aujourd'hui, c'est de savoir si on leur donne ou non l'accès à la PMA et au nom de quoi leur refuserions-nous ce droit? Ils seront d'aussi bons parents que n'importe qui d'autre. Et d'ailleurs, on n'arrête pas de nous dire il faut des études. Il existe une étude, c'est l'étude Myosotis, qui a été menée par David Cohen et Agnès Condat sur le développement psycho-affectif des enfants conçus par AMP, dont le père est transgenre. Et cette étude a montré que l'identité de genre des parents n'a aucun impact sur l'épanouissement des enfants. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lachaud. L'avis de la Commission. Alors, Monsieur le Président, la Commission n'avait pas retenu un amendement comparable. Il est vrai que la discussion a été beaucoup moins approfondie qu'aujourd'hui et plusieurs des données très précises qui viennent d'être indiquées amènent chacun, je crois, à devoir se prononcer en son âme et conscience. Et donc, je pense que même si la Commission n'a pas retenu ces avis, il importe de donner maintenant un avis de sagesse pour que chacun, bien informé avec tout ce qui a été dit, puisse se prononcer pour essayer de lever cette discrimination qui perdure encore sur les personnes transgenres. Bien, j'ai bien noté qu'il n'y a donc pas, et pour cause d'avis de la Commission, mais un avis du rapporteur. Donc la parole est au ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame Vansenbrück-Mialon, vous l'avez rappelé tout à l'heure, depuis la loi du 18 novembre 2016 relative au changement de sexe à l'état civil, la preuve d'une intervention médicale ou chirurgicale n'est plus exigée pour faire modifier la mention de son sexe et de son prénom à l'état civil. Et je crois que c'était une grande avancée, que l'état civil puisse être modifié sans transition physique. C'est ce choix mûri évidemment, qui est mûri et accompagné, que nous reconnaissons, que nous avons reconnu et dont la majorité des transgenres sont fiers, je crois, d'être reconnus dans leur entièreté, dans le genre qu'ils ont choisi, car ils le ressentent profondément, j'imagine. Et en réalité, nous ne faisons que tirer les conséquences de cette décision en cohérence. Et ainsi, dans la vie civile, seule l'identité indiquée à l'état civil d'une personne est prise en compte. Et par exemple, c'est un des exemples que l'un de vous a donné, une femme devenue un homme à l'état civil, même ayant gardé son appareil reproducteur féminin, est un homme. Et par conséquent, il est également un homme au regard de l'assistance médicale à la procréation. Dans le projet de loi, un homme à l'état civil ne peut pas avoir accès à l'AMP seul.
ni en couple avec un autre homme. Il pourra y avoir accès s'il est en couple avec une femme et cette dernière portant l'enfant, après insémination ou transfert de l'embryon. Ainsi, le fait de changer de sexe n'est pas un obstacle en tant que tel. Tout dépend du sexe à l'état civil au moment de la demande qui donnera accès à telle technique. La transition, c'est un processus long et effectivement, là où nous en sommes au moment de la demande est un facteur déterminant. Voilà. C'est la raison pour laquelle, et dans la lignée des discussions que vous avez pu avoir en commission sur ce sujet avec la ministre, le gouvernement, même si on se réjouit que ce débat, ce genre de sujet, soit porté en ces lieux, nous émettrons un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Di Filippo, puis Madame Genevard. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je suis quand même rassuré de l'avis que vient de nous donner le ministre et de constater qu'il y a encore certains garde-fous qui peuvent être préservés. Je crois qu'on ne mesure pas les conséquences à long terme de tout ce qu'il y a dans ce projet de loi, et c'est bien là le problème. Et vous manipulez des concepts qui vont à un moment donné se retourner contre des arguments que vous avez vous-même utilisés. Vous dites au nom de l'égalité, des gens qui sont des hommes doivent pouvoir enfanter. Demain, c'est la porte ouverte à la GPA pour les couples d'hommes que vous ne pourrez pas priver d'enfanter. Fatalement, soit ici, soit devant le juge. Vous avez déjà dit ça au moment du mariage pour tous et aujourd'hui, on est là pour discuter de la PMA. Donc ne secouez pas la tête. Et maintenant, imaginez la situation ubuesque dans laquelle on va se trouver. Une personne, et je ne juge pas des choix de vie de chacun, je ne juge pas de leur capacité à être parent, absolument pas, mais une personne qui est devenue un homme va être la maman de l'enfant. C'est ça que vous nous proposez demain? Non, à un moment donné, le choix qui est fait entraîne certaines conséquences. Et comme l'a dit Monsieur le ministre, s'il est en couple avec une femme et qu'elle souhaite porter l'enfant, ça reste tout à fait possible. Mais on ne peut pas pousser les droits à ce point, sinon, fatalement, vous dépasserez des frontières que pour l'instant vous dites être indépassables. Et ça, ce n'est absolument pas souhaitable, ni pour nos enfants, ni pour les parents, ni pour notre société. Merci. Madame Genevard, la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur. Un mot pour vous dire que ce débat donne le vertige. Et dans vos interventions, vous n'avez mis en avant que le droit des adultes. Que le droit des adultes, et pas le point de vue de l'enfant. Je pense que c'est quand même très difficile pour un enfant de comprendre que son père est sa mère, que son père est tout à la fois sa mère. Du reste, c'est une question qui agite nos débats aujourd'hui, mais qui se pose dans d'autres pays européens. Moi, je pense qu'on a raison et j'approuve la position du gouvernement, qui est une position sage que les Français comprendront parfaitement. Ça n'est pas être attentatoire aux droits des transgenres, mais il faut se placer du point de vue de l'enfant qui doit se construire psychologiquement sur l'altérité. Comment lui faire comprendre qu'une seule personne est tout à la fois l'un et l'autre parent? Je crois qu'il y a là quelque chose qui révolte le bon sens et qui insulte le principe de précaution qui doit présider à nos décisions. Merci, Monsieur Brindeau. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis défavorable à l'ouverture de la PMA aux personnes transgenres, comme je le suis aux femmes seules et aux femmes en couple. Mais je reconnais l'absolue cohérence de celles et ceux qui ont déposé ces amendements au nom du principe de non-discrimination et d'égalité. Cet argument est à peu près imparable dès lors qu'effectivement nous ouvrons une technique à la base médicale en technique sociale permettant de faire droit à un désir d'enfant. Simplement, on voit là l'engrenage inextricable dans lequel le projet de loi s'est quelque part fourvoyé, parce qu'au nom de cette non-discrimination, au nom de cette égalité du désir d'enfant et de la capacité à élever et à faire qu'un enfant, quel que soit le genre des personnes qui l'élèvent, eh bien, il devrait y avoir dans cet hémicycle, de la part des mêmes personnes, des amendements favorables à la multiparentalité. Puisqu'on est fondé maintenant sur la seule volonté, alors rien ne s'oppose, puisqu'on a complètement déconnecté la réalité ou la vraisemblance ou un semblant de lien avec la biologie de cette parentalité.
et de l'état civil qui en suit, parce que, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement est défavorable à ces amendements, il y a déjà aujourd'hui des problématiques liées à la filiation de personnes ayant des enfants et étant transgenres, avec notamment, je l'ai dit hier, un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier qui fait droit à un homme devenu femme ayant participé à la procréation donc, de l'enfant né avant le changement d'état civil à revendiquer son statut de mère, de deuxième mère pour l'enfant. Traiter ces particularités, ces difficultés-là en matière de filiation de manière jurisprudentielle me semble évidente. Inscrire dans la loi cette possibilité et de facto créer des situations où l'état civil, où la filiation sera contestée ou contestable par l'un ou l'autre d'un couple qui, peut-être, comme d'autres couples, sera amené à se séparer, c'est de mon point de vue pas souhaitable. Et je comprends la position du gouvernement, mais je tiens à souligner malgré tout la cohérence des amendements qui sont déposés dans la logique, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle d'un certain nombre de collègues ici, mais dans la logique qui est poursuivie par les personnes qui défendent cet amendement. Merci, Madame Obono. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il y a, depuis le début du débat, une confusion qui est entretenue sur le fait que quand on parle d'égalité, on ouvrirait la porte à tout et n'importe quoi. Je tiens à le redire, la question de la GPA ne se pose pas dans ce débat éthique. Il ne s'agit pas d'autoriser la GPA pour tout le monde, puisque aujourd'hui elle est interdite pour tout le monde, et donc il n'y a pas de discrimination à l'encontre de quiconque, puisque tout le monde est au même statut vis-à-vis de cette technique. Par contre, là, on parle d'une technique qui peut être utilisée par des personnes qui, oui, ont une identité trans et ont les capacités à avoir des enfants. Et donc, oui, il y a des hommes, il y a déjà, y compris des enfants, collègues Genevard, qui ont des parents avec des identités qui ne correspondent pas à ce que la société a accepté pendant très longtemps. Et donc, c'est déjà une réalité. Il s'agit ici tout simplement d'acter ce fait-là qui, encore une fois, bouscule certainement un certain entendement de la part de parlementaires ici et dans la société, mais c'est aussi la traduction de l'avancée de la compréhension de cette multiplicité dans la nature qui tient tant à tant de collègues et la réalité des identités qui sont beaucoup plus multiples et variées que ce qu'on voudrait faire croire. Et je ne crois pas que, en fait, dire, puisque vous avez gagné cette première reconnaissance, qui n'est pas terminée d'ailleurs, hein, sur la reconnaissance à l'état civil, et nous avons porté des amendements, on en discutera. En fait, d'une certaine manière, vous devriez être déjà content et vous devriez ne plus réclamer de droits et d'égalité. Et c'est, je trouve, extrêmement dur de justifier le fait de refuser à ces personnes qui, de fait, sont dans cette situation, de pouvoir avoir les mêmes droits que les autres, au prétexte qu'on leur a déjà accordé ce qui devrait suffire à leur reconnaissance sociale et juridique. Je pense que c'est nier à la fois la réalité des situations, c'est rendre encore plus problématique la sécurisation des filiations des enfants, et je crois que c'est refuser les avancées qui ont été portées par les mouvements de personnes transgenres et encore une fois la marche vers l'égalité qui est d'accepter cette non-binarité. Et je crois que le gouvernement s'honorerait à au moins donner comme avis la sagesse, parce que oui, il y a là un choix que chacun et chacune doit faire en conscience en ayant en tête que ce sont encore une fois des réalités. Madame Avia. Oui, merci Monsieur le Président.
Bien sûr, on entend que ces débats puissent déstabiliser, bien sûr. Mais il faut prendre en compte la réalité de la situation. Aujourd'hui, une personne transgenre, un homme transgenre qui a gardé un utérus et qui est en relation avec un homme, peut avoir un enfant de manière charnelle. Ça existe dans notre société, c'est une réalité. Si nous poursuivons cette réflexion, on peut atteindre une situation dans laquelle une personne transgenre qui a fait donc cette transition, mais qui n'a pas changé son état civil, et donc resté une femme à l'état civil, mais est en transition, pourrait avoir accès à la PMA, là où quelqu'un qui serait allé jusqu'au bout de cette démarche administrative serait interdite de PMA. C'est là qu'on arrive dans une situation qui est complètement ubuesque. Et c'est là qu'il faut en effet faire preuve de cohérence. Alors bien sûr, ça peut déstabiliser, bien sûr que ça bouscule notre façon de voir, de concevoir les choses, mais c'est une réalité et c'est ce qui fait que nous sommes au cœur des enjeux de bioéthique, c'est bien de nous conformer à la réalité de situations qui sont, je dois le dire dans ce cas-là, extrêmement marginales, mais pour lesquelles nous ne pouvons pas, nous, entériner une discrimination. Gérard. Qu'on n'ait pas ce débat plus souvent parce qu'on éviterait un certain nombre d'imprécisions de langage notamment. J'ai toujours beaucoup de mal à entendre parler de choix quand on parle de la transidentité. Le seul choix auquel les personnes trans sont confrontées, c'est bien le choix de vivre en fonction de leur identité ressentie et de réussir à s'affranchir de la mention du sexe qui est faite à leur état civil. Et rappelons-nous que nous parlons de personnes qui vivent dans notre pays, que nous côtoyons très régulièrement dans la rue, dans la société, et que tous les propos qu'on peut tenir dans cette enceinte peuvent être extrêmement blessants pour ces personnes. Par ailleurs, sur la question de l'état civil, et pour faire écho à ce que disait M. Brindaud, oui, la Cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt, mais cet arrêt, en consacrant la notion de parent biologique, qui est quand même une notion un peu exotique en droit, ne fait qu'en appeler au législateur. Il va bien falloir qu'à un moment le législateur se prononce pour que le juge puisse, quand il est amené, et il y sera amené de plus en plus souvent à rendre ce type d'arrêt, puisse s'appuyer sur une doctrine législative claire. Le juge n'est pas là pour faire la loi, il est là pour dire le droit, et si le législateur n'est pas en capacité à un moment de faire des choix de société qui effectivement peuvent bouleverser un certain nombre de convictions, mais qui malgré tout rendent compte de l'état actuel de notre société et de la façon dont les familles et dont les personnes peuvent vivre en plein accord avec qui ils sont, je pense qu'on va avoir de plus en plus de problèmes et de plus en plus de débats qui seront des débats stériles parce que nous ne serons pas en capacité de faire ces choix. Merci, Monsieur le Président. Je crois que les collègues qui déposent ces amendements ont le mérite de la cohérence. Ils sont dans une logique, ils vont jusqu'au bout. La question, c'est que ça pose l'introduction de la notion de genre dans notre droit. Effectivement, le genre, ce n'est pas un choix, mais c'est en tout cas, c'est subjectif, ce n'est pas objectif. Le corps, il est objectif. Et quand on introduit des éléments subjectifs dans le droit, bien voilà, on ne sait plus très bien jusqu'où aller. Et le but, c'est d'évacuer progressivement la réalité sexuée des personnes, en disant ça, c'est de l'essentialisme, enfin, etc. Ça renvoie de ça, pour n'être que sur le ressenti. C'est comme ça que vous avez des émissions de télévision où il y a le présentateur qui dit à quelqu'un qui a un corps d'homme, il dit « Monsieur, mais quoi, vous m'appelez monsieur, qu'est-ce que vous savez si je suis un homme ?» Le présentateur était complètement perdu, vous avez sûrement vu cette séquence, parce que effectivement, les relations sociales ne sont plus possibles à ce moment-là. À partir du moment où vous ne fondez plus quelque chose sur une réalité objective, vous ne pouvez plus vivre ensemble. Ou alors ça veut dire que le sexe n'a aucune importance. Nous croyons à la réalité du sexe. En termes objectifs, ça ne dit rien sur la sexualité des gens, ça ne dit rien sur la manière dont ils le vivent, et on le respecte complètement, avec leurs besoins, leurs désirs, leurs fantasmes, leurs souffrances, comme ça, comme tout le monde. Il n'y a aucun souci là-dessus. La question, c'est comment on construit le droit. Est-ce que c'est sur une réalité objective ou sur une réalité subjective ? L'introduction du genre, et c'est pour ça que c'était bien la théorie du genre, que nous dénonçons depuis des années, conduit à mettre tout à l'envers. J'ai fait, il y a quelques mois, un rapport avec un collègue sur le régime des fouilles en détention. C'est le problème des prisons, Madame la garde des Sceaux, vous en rappelez fort bien. Je n'ai pas voulu aborder le sujet.
Mais les fouilles en prison, pour l'instant, elles se font à partir du sexe. Les hommes fouillent les hommes, les femmes fouillent les femmes. Qu'est-ce qu'on fait si on introduit la notion de genre? Qu'est-ce qu'on fait si on introduit la notion de sexualité dans le droit? Est-ce qu'il vaut mieux être fouillé un homme par un homme homosexuel, par une femme homosexuelle, ou une femme transgenre, ou un homme cisgenre qui est homosexuel, etc. On est complètement perdu. On va dans des impasses. Et donc ce qu'il faut, c'est revenir au plus simple, qui est la réalité corporelle qu'il faut accepter, telle qu'elle est, au moins dans notre droit, objectivement. J'entends effectivement qu'il y ait des choix qui soient différents, mais le droit ne peut pas les entériner et en tout cas se construire à partir de ça. Donc il faut vraiment qu'on revienne à du bon sens, parce que je vais vous dire, quand vous voyez les débats en commission de la semaine dernière, nos concitoyens se disent, mais ils sont complètement fous. Ils deviennent complètement fous. Donc revenons au bon sens. Il y a effectivement les personnes transgenres qui ont des problématiques spécifiques, qui ont des attentes spécifiques. Ce n'est pas uniquement en termes de problèmes. Enfin, voilà. Répondons-y. Mais ne construisons pas notre droit à partir de cette notion de genre. Construisons-le à partir de ce qui est objectif, ce qui me permet ensuite de me situer dans la société. Et déjà là, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors si en plus on introduit des éléments subjectifs, eh bien effectivement, notre droit ne voudra plus rien dire. Merci. Madame Tamarel-Veyrac. Merci, Monsieur le Président. Là encore, et ça va être l'objet, je pense, de toute l'étude de ce projet de loi, on voit bien qu'on est sur un sujet éminemment sensible, parce que déjà sur des situations douloureuses, pas faciles à vivre. Mais je voudrais qu'on recontextualise et que ne soit pas mélangé ce qui revient au choix des personnes et ce qui est du choix de la société. Bien évidemment, un homme transgenre qui a gardé sa fécondité, enfin ses organes génitaux femelles, si rien ne l'empêche, lui, de décider de porter un enfant. Maintenant que la société soit porteuse du fait que, homme ou femme, tout est pareil, je peux avoir la même situation qu'une femme quand je suis un homme et un homme quand je suis une femme, je pense que là, il y a vraiment un risque de confusion qui peut être effectivement difficile pour un enfant à porter. Et là, je pense qu'il y a une réelle vigilance et en tout cas, j'en appelle au principe de précaution. Je pense qu'il y a peut-être encore des choses à réfléchir et être très vigilant sur la décision à prendre. Je vous remercie. J'ai encore deux inscrits, M. Lachaud et M. Brindot. Et ensuite, si vous voulez bien, nous passerons au vote. M. Lachaud puis M. Brindot. Merci, Monsieur le Président. Moi, deux éléments. C'est bien que les ministres veuillent répondre. Cela leur permettra de préciser leur argumentaire que j'ai trouvé un petit peu spécieux parce qu'en 2016, on fait une loi qui distingue l'état civil de l'appareil reproductif. Et là, on est sur une loi où on nous explique qu'en fait, c'est l'état civil qui doit faire foi et pas l'appareil reproductif. C'est un petit peu contre-intuitif. Quant à M. Breton, le corps est peut-être objectif, mais un homme trans a un utérus. C'est objectif. Donc, à partir de là, on se pose des questions. Il faut être cohérent également là-dessus. Et enfin, vraiment, on reste calme. La société n'a pas à s'immiscer dans l'identité de genre d'une personne. Nous n'avons pas à leur demander de choisir, comme l'a très bien expliqué la collègue Avia, entre transition, transidentité et paternité-maternité. Monsieur Brindot. Sauf qu'en l'occurrence, le cas de la Cour d'appel de Montpellier, la personne transgenre revendique le fait d'être mère, alors qu'il a enfanté comme père. Et ça ramène à la problématique, d'ailleurs, effectivement, je pense que le concept de parentalité biologique ne tiendra pas à l'analyse de la Cour de cassation. En revanche, ce qui est le problème fondamental de l'ouverture généralisée, entre guillemets, de la PMA, comme vous le souhaitez, c'est qu'il y a des situations au plan du droit de la filiation que la loi n'arrivera jamais à cadrer. Je reviens à la personne du cas de la Cour d'appel de Montpellier. Tantôt,
il voudra être maire, la loi devra accéder à cette demande. Tantôt, il revendiquera la notion de père, et le droit devrait accéder à cette même demande. Vous voyez bien qu'il y a là quelque chose d'impossible à justifier au plan du droit. Encore une fois, que des juges, que la jurisprudence se prononce sur ces situations particulières, je pense que c'est la seule voie possible et souhaitable, ce qui m'éloigne de l'analyse de notre collègue. Mais inscrire dans la loi, quelque part, la suprématie de la volonté individuelle sur ce que le collectif peut faire pour au minimum trouver de la cohérence dans une société, eh bien demain, pardon de le redire, vous devez faire droit aux projets multiparentaux. Et vous devez, dans l'état civil et dans le droit de la filiation, trouver des solutions à cette multiparentalité. Demain, vous ne pourrez pas vous opposer à légitimer le souhait d'avoir des enfants par 2 hommes par voie de GPA, et vous devrez traiter cette problématique-là dans le droit de la filiation. Vous êtes en fait dans un engrenage pour de bonnes raisons, je veux dire des raisons altruistes, ça je ne le conteste pas, mais à un moment donné, le rôle de la loi, ça n'est pas de répondre aux demandes individuelles. Merci Madame la Ministre. Oui, j'ai noté. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, je crois qu'évidemment nous sommes là au cœur d'un débat qui est à la fois très sensible humainement et très complexe juridiquement. Évidemment, la notion d'identité de genre, elle a été reconnue par la loi, vous l'avez dit les uns et les autres. Je crois cependant que pour l'état civil, il faut que la loi fixe des règles qui soient claires, qui soient compréhensibles et qui soient des règles partagées de manière générale. C'est vraiment, me semble-t-il, assez indispensable en matière d'état civil en termes d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Donc, pour fixer ces règles générales et ces règles claires, il me semble que partir de la notion de l'inscription du sexe à l'état civil, c'est un critère clair et objectif qui nous permet ensuite de déterminer l'ouverture de la PMA ou pas. Et je crois vraiment que nous sommes là sur quelque chose qui peut être partagé. La jurisprudence interviendra ensuite pour traiter des cas particuliers. Et aussi bien M. Brindaud que M. Gérard ont évoqué la question de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, qui, je le rappelle, est un arrêt qui porte sur une question de filiation charnelle. Nous ne sommes pas dans le cadre de la PMA. Et dans cet arrêt, la Cour d'appel de Montpellier, effectivement, recommande que le père devenu femme puisse bénéficier du statut de parent biologique. Cette décision a été portée en cassation devant la Cour de cassation, qui rendra sa décision. Pour vous dire là où nous en sommes aujourd'hui, il n'y a que deux contentieux aujourd'hui en France qui portent sur ces questions-là. Donc, il me semble important que la loi puisse fixer des règles claires, intelligibles, et je crois de ce point de vue que la mention du sexe à l'état civil est vraiment le critère clair et objectif sur lequel nous pouvons ensuite régir la situation de la PMA. Par ailleurs, la jurisprudence, dans les cas peut-être un petit peu plus complexes, pourra intervenir pour préciser ce qui doit l'être. Et de ce point de vue-là, je crois que cela a été dit par certains députés, la question de l'intérêt supérieur de l'enfant sera sans aucun doute prise en compte également par la Cour de cassation. On ne peut pas ne pas faire mention de cet intérêt supérieur de l'enfant. Voilà ce que je voulais préciser. Monsieur Bazin, puis Madame Janvier, pour, j'espère, finir d'éclairer notre Assemblée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, on ne peut pas dire que la Commission a dit sagesse. Sagesse, c'est que vous,
Et je crois que c'est important pour tous nos collègues parce que si on a un vote serré, c'est important d'en avoir conscience. Si je suis votre raisonnement, s'il y a eu changement de sexe à l'état civil, cela signifie que la personne souhaitait que son état civil soit en adéquation avec son identité. Pourtant, une femme devenue homme à l'état civil, même non opérée, affiche sa volonté d'être un homme et ne peut donc avoir accès à l'AMP en arguant sa féminité. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Vous souhaitez ouvrir aux hommes l'AMP. Alors, aux hommes transgenres, mais c'est une ouverture aux hommes. Ça ne sera plus la PMA pour toutes, c'est la PMA pour toutes et tous. Alors. Et donc, on voit bien là où vous voulez nous emmener. Et on ne veut pas y aller. On ne veut pas y aller. Si une personne veut être un homme, il ne peut en même temps vouloir être mère. Sinon, comment demain empêcher à un homme, demain, si la technique le permet, la gestation? Comment l'enfant va pouvoir se construire? Mais en fait, c'est plus grave que cet amendement. Et c'est un sujet qu'on a évoqué en commission. Moi, je vous le pose, mais avec une profonde gravité. Votre amendement met en évidence une faille de votre projet. Parce qu'une femme qui veut devenir homme et qui n'a pas encore fait le changement de sexe à l'état civil pourra avoir accès à la PMA avec votre projet. Donc après l'insémination en l'état, est-ce que cette femme, Madame la Ministre, pourra-t-elle devenir homme? Jusqu'où vous nous emmenez? Quel monde on construit demain pour ces enfants? Où est la stabilité qui est pourtant exigée dans l'intérêt de l'enfant? Si, Madame Janvier, vous aurez le dernier mot avant le vote. Merci. Je voulais répondre à mon collègue Breton sur la question du corps. C'est un argument que vous reprenez souvent. Et moi, il me gêne un peu, de la même façon qu'il avait beaucoup été utilisé lors du débat sur le mariage pour tous, puisque c'est souvent une façon de ramener, par exemple, les femmes à leur fonction de reproduction. Vous avez cité hier la question de l'allaitement. Et là, de la même façon, vous justifiez par cet argument corporel une simplicité qui finalement rassure tout le monde. C'est rassurant de dire on a des genres qui sont très distincts, alors que la réalité même va à l'encontre de cette conception. Les personnes intersexes, je le rappelle, une naissance sur 100 000 en France, c'est un vrai sujet. Donc la nature et la réalité voilà, organique et notamment a le mérite de la simplicité, mais bien souvent, les faits lui font échec. Et quant à cet amendement, pour ma part, j'y suis favorable. Je crois qu'effectivement, c'est une situation compliquée, c'est une situation douloureuse pour un petit nombre de personnes, mais je crois que par la loi, nous devons justement reconnaître, voir ces situations et les clarifier par la loi. Donc pour ma part, j'y serai favorable. Merci. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix les amendements 1153 et identiques. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'avis de la commission, un avis de sagesse du rapporteur et un avis défavorable du gouvernement. Tout le monde a bien regagné ses places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 75, exprimé 71, majorité 36, pour 27, contre 47. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. La séance est suspendue pour 10 minutes.